Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver de nouveau cette année M. Alain Williamson, qui est éditeur aux éditions Le Dauphin Blanc. Et on va parler de son nouveau livre « Écrire et être publié ». Trucs, astuces et informations qui vont grandement vous aider si vous avez ce rêve-là, comme moi, d'écrire votre premier livre, votre premier roman, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, bienvenue Alain, merci d'être là aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Merci beaucoup, Alain. Alors, j'ai adoré lire ton livre. Je trouve que ça donne vraiment, vraiment beaucoup d'outils à la personne qui a envie d'écrire. J'aimerais savoir, toi, pour débuter, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'édition? Oui, ben oui, on peut parler de mon parcours un peu, partager un peu mon histoire de ce côté-là. Écoute, rien ne me prédestinait nécessairement à être dans le milieu du livre, même si j'ai toujours écrit quand j'étais jeune à l'école où j'écrivais des poèmes, bon, plein de choses que j'écrivais sans jamais rien terminer, pour être franc. Ah Mais, oui. comment? Ah ben j'aime ça, entendre ça, parce Oui, que oui, c'est pas j'écrivais facile des débuts d'écrire. d'histoire que je ne terminais pas. Puis, j'ai fait 10 000 métiers, donc, parce que j'avais étudié en administration, ce qui était beaucoup plus simple pour moi parce que je viens de milieu modeste, donc il y avait un emploi facile à ce niveau-là. Mais c'était pas, j'avais pas la passion, tu sais, c'était pas ma passion à moi. Puis que finalement, après des années, ben, la vie a fait en sorte que je me suis retrouvée en chômage après des différents deuils, là, différentes problématiques que j'ai eues, séparation, tout ça. Et je me suis retrouvée en chômage et j'étais pour entrer au gouvernement parce que j'avais passé des examens et des tests. Donc, avant d'entrer au gouvernement, pendant que j'étais en chômage, j'ai dit, tiens, je vais travailler dans une librairie parce que j'aimais tellement les livres que ça va être intéressant. Alors, j'ai appliqué aux éditions La Liberté. J'ai bougé la caméra, excuse-moi. Ouais, J'ai appliqué aux éditions La Liberté, qui avait une librairie, donc pour m'offrir mes services comme libraire, ouais. pour passer le temps, dans le fond. Mais Monsieur La Liberté m'a rappelé pour me dire qu'il n'y avait rien en librairie, il n'y avait pas de poste disponible pour lui, mais il me verrait en édition, puis je ne savais même pas qu'on pouvait travailler en édition, qu'on pouvait avoir un poste en édition, je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait, un éditeur. Donc, j'ai été le rencontrer, puis j'ai commencé chez eux, tu sais, comme à la maison d'édition La Liberté. Et après ça, j'ai été dans une autre maison où là, j'étais responsable d'un peu de tout et j'ai appris le métier vraiment d'édition là. Et effectivement, le gouvernement m'a appelé après quelques mois parce que c'était à mon tour d'avoir un emploi au gouvernement. J'étais sur la liste, donc c'était rendu à mon tour et j'ai refusé parce que Oh. j'ai tellement été emballé par le monde de l'édition que j'ai eu un rêve, donc il n'était pas question que j'abandonne ça. J'ai poursuivi dans l'édition. Et Marie-Chantal me dit, à un moment donné, ben, tu aimes tellement le livre, tu es tellement passionné que je te verrais avoir ta propre maison d'édition. Tu sais. Alors ça a germé, puis au bout de quelques mois, ben, j'ai parti la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Là, je raccourcis un peu pour ne pas prendre Oui. trop de temps là-dessus. Et ben, j'ai commencé la maison d'édition, mais comme on était en processus d'adoption aussi, je ne voulais pas mettre en péril nos acquis, si tu veux, ou en tout cas notre avenir comme famille. Donc, j'ai été longtemps travailler à 2 emplois dans une maison d'édition ou même dans le monde du livre. J'ai été représentant, j'ai été libraire, etc. Et en même temps, je bâtissais la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Jusqu'à temps que je sente que c'était rendu assez gros, que j'étais capable de voler de mes propres ailes. Et donc, là, ça a pris une expansion, évidemment, correctement. On a pu s'envoler avec ça, si tu veux. C'était-tu Donc, dans une période où c'était... parce que faut mentionner que votre maison d'édition se spécialise dans le développement personnel, la ouais, spiritualité, ouais, l'ésotérisme. On était dans une vague. T'es-tu, tu sais, dans ouais. cette vague-là de nouvel âge qui arrivait? Oui, c'était beaucoup plus ouvert, je trouve, à l'époque, même si on a l'impression que c'est le contraire, mais écoute, à l'époque, quand j'ai commencé la maison d'édition, il y avait 6 librairies ésotériques au Nouvel Âge, peu importe l'appellation, à Québec, seulement dans la ville de Québec, il y en avait 6. Tu vois. Hum. Aujourd'hui, il en reste 2, puis c'est pas la même envergure que celles qui étaient là, les grandes librairies qui étaient là, ésotériques. Hum. Et je pense que chaque ville avait une, deux, trois librairies ésotériques, Nouvel Âge. Donc, c'était vraiment un âge d'or. Je trouve qu'il y avait beaucoup de symposiums, beaucoup d'activités. Sur la télé communautaire, tu avais Richard Glenn, tu Oui, avais c'est ça. Je m'en Bourbeau, tu rappelle. avais Raphaël Pailleur. Il y avait plein d'émissions
vraiment très ésotériques, là, qui traitaient de sujets, qui recevaient des invités. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Donc, il y avait une effervescence à cette époque-là qu'on n'a plus aujourd'hui. Depuis, je te dirais, depuis 5 à 10 ans, ça a beaucoup diminué, malheureusement pour nous, là, pour le marché en général du monde de l'ésotérisme ou du nouvel âge, de la croissance, on va dire. Mais bon, ça, c'est si quelqu'un, il va avoir un retour à un moment donné, les gens, ça dépend de ce qui se passe dans la vie, les gens cherchent très souvent, donc ça va revenir. Mais à l'époque, tu as raison, il y a eu une époque très effervescente au niveau de la croissance, la spiritualité, peu importe. Et là, on est dans un creux de vague un peu plus. C'est Bon, vrai. mais les librairies générales, quand ils ont vu les librairies ésotériques faire quand même de bonnes affaires, prospérer, ben, ils se sont mis à vendre, à avoir des rayons ésotériques, puis nouvel âge ou croissance plus garnis, si tu veux. Mais c'était quand même principalement les nouveautés ou les best-sellers. Okay. Mais les gens ont pris l'habitude d'aller en librairie générale. Donc, ils ont déserté un peu les librairies spécialisées. Mais tu sais, quand tu cherches un livre, je me souviens qu'à Québec, il y avait une librairie ésotérique qui avait à peu près tous les livres, ben, pas tous, mais pas à peu près, mais je veux dire tous les livres de tout ce que tu pouvais trouver, tu sais, à Ivanov, Alice Bailey, les Bater, en tout cas, il y avait une quantité d'auteurs, puis sur tous les domaines, puis tu avais de tout, là. Tu pouvais trouver n'importe quel livre, là, n'importe quel sujet, moindrement ésotérique, et c'était incroyable, tu sais, d'avoir tout ça dans une librairie, tu sais. C'était une à Québec, là, tu sais. Puis à Montréal, tu avais la librairie Nouvel Âge, qui était aussi dans le même style, qui avait à peu près, je ne sais pas combien de quantité de volumes, mais tu peux trouver à peu près tous les titres possibles. Okay. Mais bon, on a perdu ça maintenant, mais comme je t'ai dit, il va y avoir un retour de ça. Ça a toujours été un peu comme ça, si tu veux. Puis là, c'est creux de vague, mais ça va revenir. Sûrement. Surtout qu'ils disent que, bon, en tout cas, ça va brasser 2024. Je pense que les gens ont besoin du retour à soi. Puis c'est ce qu'on parlait avec les astrologues, là, qui avaient ça cette... fait plusieurs années, oui. Ouais, que Plusieurs années que ça brasse. 2024, on voulait mettre les gourous dehors, mais on a besoin d'authenticité, donc de recherche de soi d'intérieur, il me semble. C'est drôle que tu dis ça, c'est comme si ça me surprend parce que moi, je suis toujours là-dedans, je suis toujours dans ça, je suis toujours passionnée de ça. Nous autres aussi, moi aussi, évidemment. C'est vraiment, tu sais, les professionnels du monde du livre en général, tu sais, le côté croissance ou ésotérique ou nouvel âge ou spirituel, on va dire, c'est presque même pas reconnu comme tel. Tu sais, c'est même pas pour eux autres, tu sais, c'est vraiment à côté. Et s'ils ne pouvaient pas en avoir, ils seraient bien contents. Il y a des libraires. C'est fou. Qui n'ont jamais lu ce genre de choses. Puis je comprends, c'est pas dans leur intérêt peut-être, mais il reste qu'il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui cherchent pour ça. Puis tu as raison de dire que quand les choses vont très mal à un moment donné, comme là présentement, il y a des guerres, il y a l'inflation, il y a toutes sortes de choses qui se passent, ben les gens recherchent, ils recherchent des valeurs plus profondes, peut-être plus sécuritaires pour eux autres. Alors ça va revenir. Quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, les gens reviennent à l'intérieur beaucoup plus. Donc, il va y avoir un cheminement qui va se faire sûrement. De toute façon, on a besoin de ces choses-là. Ce qu'on publie, nous autres, au Dauphin Blanc, puis de plus en plus, on essaie de faire ça, c'est des livres vraiment qui ont une valeur, qui vont durer dans le temps, et qui vont permettre à plein de gens de poursuivre leur cheminement, de se comprendre, de comprendre le monde dans lequel ils vivent, mais de se comprendre eux-mêmes aussi à travers ça. Mais donc, ça a toujours été le but, d'ailleurs, du Dauphin Blanc. Écoute, moi, je trouve que ces livres-là, c'est comme une bouée de sauvetage quand ça va pas bien. C'est une bouée de sauvetage. Si, par exemple, tu n'es pas quelqu'un qui est intéressé au développement personnel, mais tu as besoin de réponses, puis ou tu ne veux pas en parler à personne, mais oups, tu tombes sur un livre, ou tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme, c'est ça, c'est nécessaire que ça existe, là. Je te dirais que je raconte souvent ça, c'est une anecdote que je compte souvent, mais je pense que dans tous les salons du livre qu'on fait ou tous les événements auxquels on participe, il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir et qui me dit tel livre que vous avez publié ou écrit, ça dépend, là, mais tel livre m'a sauvé la vie carrément, m'a évité un suicide pour moi dans la vie. C'est vraiment, les gens nous le disent. Et là, bon, des fois, on n'est pas tout le temps dans le courant commercial, dans le sens de faire du commerce, puis ce qui est attirant pour les gens, mais des fois, on a l'impression qu'on devrait peut-être changer de formule, mais quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent ce livre-là m'a sauvé la vie ou ce livre-là m'a tellement aidé dans un moment difficile,
l'essentiel revient. Tu sais. Je Ouais. sais pourquoi je fais ça, pourquoi Ouais. j'ai fondé les éditions de Dauphin Blanc et pourquoi je continue aussi à publier des auteurs. Mm. C'est parce que je pense que ça sauve des vies, évidemment. Tu sais, je dis souvent aux gens, à la blague ici, dans la maison d'édition, je dis, bon, ce qu'on a l'air de faire, c'est des livres. On a l'air de faire des livres, mais en fait, on sauve des vies. En fait, on aide les gens. Tu sais, on participe C'est ça. à, ben oui, on participe à quelque chose de grand pour les gens. Puis Mm. je pense que c'est ça notre rôle. Tu sais, il faut le garder, ce rôle-là, puis il faut continuer dans ce sens-là aussi. Tu parles beaucoup, tu parles d'ailleurs de ton livre Tableau de vie. Tableau de vie, pour moi, c'est mon premier contact avec toi parce que j'étais dans un temps où j'étais plus bien dans mon travail. Mm. Puis, tu sais, je veux dire, on est élevé à se faire dire que faut que tu ailles à l'école, faut que tu ailles à l'université, Mm. faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, comme un genre d'étau, puis tout préconditionné avec faut que tu fasses de l'argent, puis ci, puis ça. Puis tu le sens dans ton cœur que tu as besoin d'autre chose. Fait que là, C'est ça. tu as besoin de quelqu'un qui l'a fait ce bout-là ou qui t'aide à faire ce bout-là. Puis ton Mm. tableau de vie, moi, ça m'avait aidé parce que j'étais dans ce cheminement-là. Puis c'est ça qui a fait que j'ai parti mon entreprise. Mais si ça n'existait pas, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais continué dans un travail que j'aimais pas pendant 25 ans encore. Tu sais, Oui, où les c'est gens fou. tombent malades, où les gens, tu sais, deviennent aigris, où ils se réalisent pas, ils sentent pas qu'ils se sont Totalement. réalisés, Oui, il c'est leur manque ça. quelque chose par la mission de vie. Ça, pourquoi tu es venu? Oui. Ça, pourquoi tu es venu avec ton âme sur Terre, dans l'incarnation? Ben, Mm. parce qu'il y a une raison, il y a une précision à faire, puis il y a quelque chose à aller chercher, puis il faut que tu trouves ça, tu sais. Quand tu trouves ta mission de vie, vraiment, même si c'est un grand mot, mission de vie, mais ce pourquoi tu es venu, Ouais. ce que tu es venu donner au monde, ben, quand tu trouves ça, il faut, tu n'as pas le choix de suivre cette voie-là. Tu sais. Fait que tu ne peux pas passer à côté parce que Non. tu n'iras pas nulle part, tu ne vivras pas carrément. Tu sais, quand tu trouves ta mission de vie, ben, il faut que tu la suives. C'est pas toujours facile, là, Marc. Tu sais. Il n'est pas toujours. Bon, par exemple, au Dauphin Blanc, tu sais, c'est une maison d'édition, c'est un commerce. C'est une maison d'affaires, tu sais. Donc, avec des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, le monde du commerce, des affaires comme tel, mais on a toujours un sens. Il y a toujours un sens à ce qu'on fait, puis un sens à chaque intervention qu'on fait, à chaque livre qu'on publie. Et puis ça, ben, c'est ce qui nous garde en vie, c'est ce qui nous fait grandir tout le monde, non seulement les lecteurs, mais nous autres aussi, à des maisons d'édition. On participe à quelque chose avec eux autres. Oui. Écoute, je vais rentrer un petit peu dans le vif de mon sujet, à savoir, parce que on jaserait pendant longtemps. Oui. J'étais là, moi je suis chanceuse parce que je peux jaser avec les auteurs comme ça. Mais si les gens ils veulent savoir comment ça fonctionne, là, de la façon que ça fonctionne, l'édition, la mise en marché, combien l'auteur a, comment ça fonctionne tout ça? Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Entre autres, le livre est fait en 2 parties, tu vois. Donc, le côté être publié, le côté publication, la maison d'édition, et le côté écriture, la création. On va en parler après, si tu veux. Oui. Mais d'abord, ce que je trouvais, le monde, ils connaissent tellement pas le monde du livre, nécessairement, comment ça fonctionne, qui fait quoi, comment on peut cheminer dans cet univers-là, que c'était tout mêlé pour les gens, puis j'ai souvent des questions, les gens ne comprennent pas, puis j'avais commencé à donner des ateliers sur écrire et publier, exactement ce qui est dans le livre, tu sais, je le donnais en atelier, puis les gens, je voyais très bien, puis ils me disaient comme commentaire, là je comprends, là je sais pas quoi, ou là je faisais une erreur parce que j'avais telle revendication ou je n'abordais pas de la bonne façon, tu sais. Alors j'ai voulu pas faire un cours 101 là, complet des éditions, du monde de l'édition. C'est bien réussi parce que c'est simple et c'est facile à comprendre. J'ai pris tu sais, bon, qui fait quoi dans le monde du livre, le rôle de chacun des intervenants, comment le prix du livre est divisé entre les intervenants, tu sais, parce que les auteurs, des fois, ils me disent 10%, c'est très peu pour les auteurs. C'est vrai. Ouais. En France, c'est 7 ou 8. Aux États-Unis, c'est 7 ou 8. Au Québec, 10, c'est quand même un des bons marchés pour l'auteur. Puis il faut comprendre que quand l'auteur a 10, l'éditeur n'a pas 90. Le libraire a 40. C'est ce que les gens pensent. Ouais. Il y a 40.
Le distributeur a tout près de 20, ça dépend des contrats. L'auteur a 10. Déjà, tu pars à quasiment 70 de parties. Ce qui revient à l'éditeur, 30, ben, il faut qu'il paye l'imprimeur. Il faut qu'il paye le fonctionnement de sa maison, les envois postaux, la publicité, etc., etc. Fait que finalement, pour l'éditeur, c'est souvent en bas de 5 de profit par copie vendue. Tu sais, ce que les gens ignorent. Fait que quand un auteur a 10, l'éditeur, pas beaucoup plus ou des fois beaucoup moins que l'auteur même. Tu sais. Bon, évidemment, c'est l'édition, ce qui est intéressant, c'est quand on a tellement de titres, des titres qui marchent bien, entre autres, quand on a des desks, ben c'est ça qui fait qu'une maison d'édition peut tenir, peut aller de l'avant. Tu sais. Parce que forcément, il y a des titres qu'on a publiés qui n'ont pas rapporté, qui ont été déficitaires. Mais il est important qu'on le fasse pareil. Mais bon, on était déficitaires. Mais bon, c'est la quantité de livres et les succès qu'on a qui fait que la maison peut prospérer et continuer d'avancer. Tu sais. Donc, je voulais un peu mettre les pendules à l'heure de ce côté-là pour que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent. Qui fait quoi, donc, comme j'ai dit, mais aussi les contrats. À quoi tu peux t'attendre d'un contrat d'édition? Je ne passe pas un contrat de A à Z, mais je donne les principales clauses qu'il faut vérifier. Le reste, ça se ressemble pas mal pour tous les contrats, mais il y a des clauses importantes. Il faut que l'auteur fasse attention à des choses. Après ça, les marchés pour le monde du livre. Comment ça se fait, le processus d'édition, comment ça se passe quand tu acceptes un livre aux éditions? Ben, c'est quoi le processus? T'sais? Alors, les gens comme ça, ils peuvent avoir un portrait quand même global de comment fonctionne une maison d'édition et à quoi ils peuvent s'attendre s'ils abordent une maison d'édition, puis comment ils peuvent aborder une maison d'édition aussi. Ouais. Alors, je reçois, écoute, je donne un exemple dans le livre, j'ai déjà reçu des manuscrits, un manuscrit, entre autres, qui était bien, sur la croissance, c'était bien. On voit que l'auteur avait fait travailler son texte un peu par quelqu'un, c'était bien écrit. Mais la lettre de présentation, sincèrement, là, puis je la donnais des fois en blague, je montrais quand je donnais des ateliers, mais le premier paragraphe de la lettre, je n'arrivais pas à comprendre ce que la personne me disait. Alors, oui, alors il y avait un décalage entre sa lettre, qui était naturelle, qui était à lui, dans le fond, et le manuscrit. C'était tout à son honneur, il avait fait travailler son texte, donc c'était génial. Mais comment il va parler au lecteur? Comment il va répondre au lecteur? Si toi, par exemple, tu l'interviewais, oui, c'est ça. Ça va donner quoi? Ça fait que tu vois qu'il y a un décalage. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs comme ça. Puis, bon, c'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas une étude exhaustive du monde de l'édition. Mais selon mon expérience d'éditeur, ce que je vois souvent, les questions qu'on me pose souvent, parce que chaque manuscrit qu'on reçoit, ben, les gens nous recommencent toutes les questions, les mêmes questions. Tu sais, comment ça va être quoi le processus? Combien je vais avoir? Bon, tout le monde me parle du marché américain alors que le livre n'est même pas publié au Québec encore, mais ils veulent tous être traduits aux États-Unis. Mais quand je leur demande combien il y a de titres que vous connaissez d'auteurs québécois traduits aux États-Unis dans la croissance ou dans la spiritualité, ils me donnent tout Mark Fisher, donc on connaît l'histoire, tu sais. Mais après ça, des fois un ou deux, mais c'est très, très rare. Alors, je leur fais voir que je ne dis pas que c'est impossible parce que je mets rien n'est possible. Mais avant d'en arriver là, admettons qu'on arriverait là un jour, ben, il y a tellement de choses à faire en français, au Québec, mais en France aussi, puis etc., avant d'aller penser. On a plus de chances d'être traduit en italien, en espagnol, qu'en américain, tu comprends? On a des livres au Dauphin Blanc traduits en espagnol, en italien, mais bon, fait que c'est toutes les mythes comme ça que j'essaie de défaire. Évidemment, c'est selon mon expérience aussi, tu sais, parce qu'un autre éditeur qui serait spécialisé, par exemple, en histoire ou en littérature, aurait peut-être un autre, ou dans une grosse maison avec différents moyens ou une grosse équipe, aurait peut-être une autre vision. Mais bon, j'essaie de garder ça assez simple et j'essaie de parler de ce que je connais moi. Je ne peux pas parler des autres maisons d'édition comme telles. Alors, quand la personne t'envoie son manuscrit, j'ai bien retenu, c'est un manuscrit papier, on ne l'envoie pas par PDF. C'est mieux pour la personne. J'imagine que vous devez noter, tu dois noter des choses. Ce qu'il faut comprendre pour l'éditeur, pour l'auteur, là, c'est un manuscrit qui envoie. T'sais. Mais l'éditeur, c'est-à-dire, nous, on en reçoit énormément de manuscrits. T'sais. Puis je ne lirai jamais sur ma tablette ou sur l'ordinateur la quantité de manuscrits. Trop fatigant pour les yeux aussi. Hein? Oui, d'une part, c'est fatigant, mais aussi, c'est que mon temps au Dauphin Blanc, je n'ai pas le temps de lire. Ça paraît un peu bête, mais dans le monde du livre, dans l'édition, on n'a pas tant de
le temps de lire au bureau. On a plein de choses à faire, des corrections, des contrats, et puis l'administration, etc. Donc, je lis ça chez moi. Comme tout le monde, dans le lit, le soir, ou après souper, ou la fin de semaine, tu sais. OK. Alors, c'est pas pratique sur l'ordinateur. Donc, il faut imprimer, nous, les livres qu'on recevrait, les manuscrits qu'on Oui, puis ça, c'est recevrait. des coûts pour vous, là. C'est énorme, tu sais, parce que ça n'arrête plus. Là, Non, ça n'a pas de bon sens. Donc, on demande de recevoir papier. Un éditeur va apprécier avoir ce papier, à part si la personne est en France et elle veut m'envoyer un livre. Ouais. Comment? Boudiner. Boudiner encore là. Puis paginer. Imagine, des fois, j'ai des manuscrits puis j'en reçois quotidiennement, mais régulièrement, des manuscrits qui sont juste des pages. J'en reviens pas. Ils ne sont pas paginés. Pour moi, c'est logique de paginer puis de boudiner, me semble. Mais imagine que j'échappe la pile par mégarde, oui. Un accident bête, j'échappe, je ne sais pas dans quel ordre ça va, il n'y a pas de numéro de page, puis je ne connais pas l'histoire, je viens de recevoir le manuscrit. Fait que c'est des choses bêtes comme ça, mais quand tu y penses, tu dis oui, ça fait du sens. C'est sûr pour l'auteur, le futur auteur, c'est quelques investissements. Ça va coûter quelques dollars pour le faire boudiner, puis d'en faire quelques copies pour envoyer à 1, 2, 3 ou 4 maisons d'édition. Mais écoute, c'est tellement... il faut investir oui, c'est rien. Dans son projet. C'est rien, ce montant-là. Là, c'est ça. Même si l'auteur passait, mettons qu'il met 40-50 dollars pour faire boudiner ou relier quelques volumes, quelques exemplaires de son manuscrit, et que là, il l'envoie, il y a plus de chances de fonctionner comme ça. Tu as même mentionné que la personne elle pouvait mettre une lettre de retour pour que le manuscrit revienne à elle, ce que je n'avais même jamais pensé. Tu sais. Encore là, c'est une question de la quantité. Tu sais. Puis pour tous les éditeurs, je ne connais pas les autres maisons, comment ils fonctionnent, mais je pense que beaucoup fonctionnent comme ça aussi. Tu sais, d'abord, la plupart des manuscrits, ce n'est pas des manuscrits qu'on sollicite. C'est les auteurs qui nous envoient, ils nous offrent de faire leur livre, ils nous proposent leur livre. Donc, on n'a rien demandé au départ au futur auteur, on ne l'a pas demandé d'avoir son livre. Donc, ils nous l'envoient, on l'accepte, on le lit. Mais si on le refuse, on l'avise par une lettre, par un courriel ou une lettre qu'on refuse son manuscrit. Mais le manuscrit, on va le garder pendant 2 mois, 3 mois. S'il veut le revoir, il nous envoie soit qu'il l'inclut dans son envoi, ou il nous retourne une enveloppe préaffranchie, ou il vient chercher au bureau, tu sais. Sinon, il va être détruit après 3 mois, il va être détruit tout simplement, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait toujours penser, tu sais. Ça va de soi, là. Faut penser toujours que pour une personne, ça a l'air de rien, de dire, j'envoie mon manuscrit par courriel ou je ne mets pas d'enveloppe de retour. Mais pour l'éditeur, il faut penser que lui, il en reçoit des dizaines. Combien tu en reçois par semaine, Alain? Ça dépend. Il y a des semaines, je peux en recevoir 1, 2 par jour, 3. Puis des semaines, je vais en recevoir plus, des fois moins. Ça varie, tu sais, mais il y en a une quantité parce que les bassins d'un éditeur sont grands. Tu sais. Il y a les gens comme ça, le public en général, qui envoient leurs manuscrits. Il y a les auteurs qu'on a déjà publiés qui continuent à écrire, qui me disent je vais avoir un livre à l'automne. Donc, il y a encore un bassin dans ça. Il y a les éditeurs américains, souvent représentés par des agents littéraires, qui nous proposent des traductions. De faire des traductions des titres qui sont populaires. Alors, le bassin est énorme. On en reçoit quantité de volumes, quantité de propositions, quantité de projets qui nous sont soumis, dans lesquels on pige. Fait que ça varie. Puis ça, c'est au Dauphin-Blanc. Là. Je suis pas... on n'est pas la maison numéro 1 au Québec. Là. Imagine les éditions de l'Ordre. Tout ce qu'ils ont comme projet, j'imagine que ça doit être phénoménal. J'avais une question par rapport au copyright. Je pense que tu le mentionnes dans le livre, mais je n'étais pas certaine de la réponse. Est-ce que la personne a de s'envoyer sa propre copie pour avoir un copyright? Est-ce que, là, je parle pas nécessairement juste de vous comme maison d'édition, mais dans toutes les maisons d'édition, est-ce que la personne, des fois, elle peut avoir peur de se faire voler une idée, par exemple? Écoute, moi, personnellement, ça fait 23 ans au Dauphin-Blanc, puis j'ai travaillé avant pour d'autres maisons.
j'ai jamais vu un auteur se faire piquer son idée, là. J'ai pas vu ça, tu sais, se faire voler son idée comme ça. Peut-être ça existe, mais moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas été témoin de ça. Si quelqu'un vraiment est inquiet puis hésite, ça m'arrive, des gens qui appellent puis ils disent, ben, qui me dit que vous volerez pas mon idée. Ça me fait rire parce qu'on n'a jamais volé d'idée, tu sais. Mais si la personne a peur, ben, tout simplement, parce qu'il y en a qui me disent des fois, faut-tu que je l'enregistre quelque part, ou ils l'ont déjà enregistré eux autres dans les droits d'auteur, je sais pas où, même à Paris, c'est arrivé, tu sais. Mais la façon très simple, si on peur de se protéger, la façon simple, c'est de s'envoyer à eux-mêmes le manuscrit papier. C'est ça. Et quand, évidemment, la poste va mettre le thème de poste va avoir une adresse, pas une adresse, mais une date. Ouais. Et là, quand ils vont recevoir chez eux, ils se l'envoient à eux. Ils ne l'ouvrent pas. Ça reste scellé, puis ils mettent ça en tiroir. Fait que si jamais ils voient leur livre sortir quelque part, puis que c'est pas leur nom n'est pas marqué eux, là, ils n'ont pas signé pour ça, autrement dit, ben, ils ont la preuve que le livre a été écrit avant que ce livre-là paraisse. C'est un truc très simple, mais qui est peut-être suffisant. Dans bien des cas, va être suffisant. Surtout, ça va rassurer la personne. Parce que je pense que c'est ça le pire. Les gens sont inquiets de se voler l'idée, ce que j'ai jamais vu. En tout cas, peut-être que ça existe, comme tu l'as dit. Oui, peut-être. Ça dépend peut-être de l'idée, mais en même temps, là, j'arrive avec un autre de mes points, c'est pourquoi la raison que tu écris, puis entre autres, c'est si ça fait partie de ton histoire personnelle ou c'est inspiré de ta vie. Tu sais, chaque personne est unique, fait que j'imagine que de voler l'idée de quelqu'un quand ça me semble que ça fonctionne pas, dans le fond, si, tu sais, ça vient vraiment de son vécu. Donc, OK. Donc, pour commencer à écrire, doit-on se créer un rituel? C'est quoi tes meilleurs conseils à ce niveau-là? Ben, il y en a qui vont avoir besoin de créer un rituel. D'autres, non. Moi, je n'ai pas de rituel d'écriture. J'ai fait, 17 livres, je pense, que j'ai écrit, là. J'en ai pas de rituel d'écriture, mais oui, certaines fois, j'adore mettre de la musique, oui, j'adore me mettre dans une certaine ambiance propice à ça, mais j'écris des livres un peu partout, à l'hôpital, même quand mon fils était opéré, j'ai écrit le Ho'oponopono, je l'ai écrit là, tu sais. J'ai écrit la plupart de mes livres, souvent c'est chez nous, dans notre chambre, on a un sofa, là, tu sais, fait que très à l'aise dans ça. J'ai pondu l'histoire des fois comme Villa des Miracles ou La chamane d'Ekbalam, ben, sur le bord de la plage, tu sais, les idées venaient, je notais, puis bon. Donc, j'ai une facilité pour écrire un peu n'importe où, mais quelqu'un qui a besoin d'avoir un rituel d'écriture, ben, c'est à lui de le mettre en place et de le faire. Tu sais, c'est un outil personnel, ça, qui n'est pas essentiel, mais ça dépend de la personne. Il y a des auteurs, je connais, qui, pour écrire, ils doivent louer un chalet quelque part, s'isoler pendant 2 semaines ou un mois, puis ils prennent ce temps-là pour écrire. C'est parfait, ça dépend de chacun, tu sais, mais c'est pas une nécessité. Tu sais, tu peux écrire n'importe où, dans le fond. Tu sais. Mais il y a des gens, oui, je connais des auteurs, pas chez nous, mais des grands auteurs, parce que je lis beaucoup sur le monde du livre aussi, et des auteurs qui ils vont écrire tous les matins de 8h à midi. L'après-midi, ils n'écrivent pas, tu sais. C'est leur rituel à eux, ils prennent un café, ils s'installent, puis ils commencent tôt le matin. Et ça dépend de chacun. Tu sais. Moi, écoute, avec la vie qu'on avait, avec les enfants qui étaient jeunes, avec la maison d'édition qui nous prenait beaucoup de temps, j'ai jamais eu le loisir de dire je pars un mois pour écrire. C'était impossible. Tu sais. La vie est trop active. Donc, j'ai écrit n'importe où et un peu n'importe comment. Des fois, pas n'importe comment, mais je disais n'importe quand. À gauche, à droite, tu sais, quand j'avais le temps, quand je trouvais un moment pour avancer mon histoire. Tu sais. C'est sûr que quand moi j'écrivais ou quand j'écris, ben, je mets de côté d'autres projets parce que je donne mes énergies principalement à mon projet d'écriture. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres rituels dans mon cas, mais ça dépend des gens. OK. Des fois, tu te mets une petite musique douce. Oui, moi c'est ça. Je crée une ambiance. Point. C'est peut-être une forme de rituel, mais je crée une ambiance juste pour être confortable. Ouais. Puis là, je pars avec le reste. Mais tu sais, si l'ambiance n'est pas là, je peux écrire quand même. Tu sais, ça ne devient pas une condition essentielle pour moi. En fait, c'est parce que toi, tu sais, pour écrire,
c'est parce que tu t'es beaucoup pratiqué. À un moment donné, c'est quelque chose qui devient... cette habitude-là, tu n'as plus besoin d'autant de choses autour. Tu sais, je veux dire, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis... Ben, c'est ça, je dis toujours aux gens, je le dis dans mon livre aussi, dans les conseils généraux que je donne, ben, si tu veux écrire, il faut que tu lises beaucoup. C'est ce que j'allais Donc, dire, oui. lis, écris et écris encore, tu sais, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben, c'est aussi en écrivant que tu deviens un meilleur écrivain, en tout cas. Tu sais, il y a des choses peut-être que tu ne peux pas acquérir parce que c'est inné, mais tu peux améliorer énormément ton écriture, tu peux devenir plus efficace, tu peux devenir plus intéressant pour le lecteur parce que tu as lu, tu as vu. Puis quand je dis pas de lire, bon, il y a des livres qu'on lit parce qu'ils nous intéressent, parce que l'histoire, on est captif dans l'histoire, mais ça va à peine après ça de reprendre un livre qu'on a aimé, par exemple un auteur qu'on aime, puis de regarder comment il s'y est pris, comment il amène les choses, comment il fait une chute, tu sais, une tombée là, pour qu'on soit surpris, comment il amène ses personnages, comment il est fait le dialogue, tu sais, comment il est fait parler ensemble. Parce que très souvent, les dialogues, les manuscrits que je reçois sont trop longs, puis sont statiques. Tu sais, quand tu parles avec une personne, une conversation, ben, t'es pas statique, tu sais, t'es pas figé là, puis tu lances plein de choses, tu sais, tu vas soupirer, tu vas faire un étonnement avec les yeux, tu vas sourciller ou tu vas bouger, tu vas parler. En même temps, tu peut-être es en train de marcher avec quelqu'un, puis le décor change. Puis, donc, il y a plein de choses comme ça que les gens vont apprendre dans le livre. Comment tu peux profiter de ces temps-là pour installer un décor. Tu sais, comme mon livre, Le Luthier, ben, il y a des dialogues entre des personnages, mais qui se passent dans un taxi en plein cœur de Bogota. Ben, j'en profitais pour parler, donner des sensations de Bogota, tu sais, le lourd trafic, les klaxons. J'ai vécu ça parce que quand j'ai adopté, j'ai connu ça. C'est ça. Donc, ça donne un côté vivant. On a l'impression d'être à Bogota, tu sais. À Hawaï, la même chose, un peu partout. Donc, quand je vois comme ça à des endroits, je récupère plein d'anecdotes, plein de saveurs, plein d'odeurs, plein de bruits qui me restent en dedans. Et puis, j'ai place dans le livre à gauche et à droite. Tu sais. Je ne fais pas une description de A à Z du milieu, mais je vais décrire le milieu sans le décrire. C'est-à-dire que pendant que l'histoire se déroule, le dialogue, ben, je vais faire une pause en dialogue, des fois, pour placer juste une phrase qui va expliquer quelque chose par rapport au décor dans lequel les personnages se trouvent. Et ça permet non seulement au lecteur de souffler un peu, de réfléchir lui aussi à ce qu'il vient de lire, mais aussi à l'auteur de faire le point quelque part, puis de garder son lectorat en haleine, en suspens un peu. Ouais. Donc, ça, c'est des trucs intéressants à voir tout le temps. T'sais. Mais je vais, par rapport à ce que tu disais, de lire beaucoup, parce que moi, depuis que, bon, dernièrement, là, j'ai comme 5 maisons d'édition qui m'envoient des livres. Il faut que je lise rapidement. Et je me suis rendu compte que, à force de faire cet exercice-là, j'ai réalisé l'importance que ça coule au niveau du texte. Ouais. Donc, tu sais, tu parles dans ton livre de ne pas trop mettre de qui, que, je me rappelle. Non, les qui, que, quoi, là, des fois, les qui, que sont... C'est dur, puis c'est vrai qu'il faut que ça soit fluide. Parce qu'au Québec, on écrit beaucoup comme on parle. Puis on ne parle pas toujours très bien, effectivement. On parle un langage familier, puis le dialecte personnel, puis c'est pas toujours le bon français, mais tu peux pas écrire comme tu parles nécessairement. C'est pas la même chose d'écrire et parler. Quand tu écris, tu as le temps de réfléchir à ta formulation, retravailler ta formulation, embellir le texte, ce que tu peux pas faire quand tu parles nécessairement. Mais bon, oui, effectivement, tu peux beaucoup améliorer ton écriture pour la rendre plus fluide, parce que pour le lecteur, ça fait une grande différence. Quand ça devient lourd à lire, puis tu es obligé de recommencer des choses parce que tu n'as pas compris, ou des phrases trop longues, des dialogues beaucoup trop longs. C'est ça. C'est beau mieux de couper, de faire des phrases plus courtes au début, ça on est moins habitué, moins habile, si on veut, mais d'être plus efficace dans le français, dans la transmission d'idées. Mais en lisant comme ça, beaucoup, on a une conscience de
d'une tournure de phrase qui doit couler, puis tu Oui. vois, je te parle, là, puis mais je dirais jamais ça en écrivant « puis », là. Je voulais te demander, il faut faire, tu dis, se faire un plan. Comment on se fait Oui. un plan avant d'écrire? Ben, à mon avis, se faire un plan est un des grands secrets pour bien réussir son projet d'écriture, tu sais. Ouais. Parce que si tu ne fais pas de plan, tu vas aller n'importe où. Tu sais, je donne un exemple dans le livre, tu te lèves pas, quelqu'un qui veut construire une maison, il ne se lève pas le matin et dit, bon, ben, je commence la chambre de bain aujourd'hui. Il faut commencer par les fondations, il faut commencer par monter les murs. Bon, il faut suivre un plan de maison, tu sais. Mais c'est la même chose dans l'écriture, tu sais. Tu commences pas, il y a des gens ils se lèvent le matin et ils se disent, bon, sur quoi j'écrirai. Mais si tu n'as pas de plan, tu ne sais pas vers où tu t'en vas, tu ne sais pas c'est quoi la suite, tu sais. Donc, le plan est important pour bien établir ce qu'on va dire, pour bien cerner son sujet. À mon avis, c'est un outil essentiel, se faire un plan, puis essayer de s'y tenir, mais pas être prisonnier du plan non plus, tu sais. Établir les grandes étapes pour qu'on sache où on s'en va, vers où, pour qu'on comprenne le cheminement de notre livre, nous-mêmes comme auteurs, mais le lecteur va aussi facilement nous suivre. C'est sûr que quand on écrit un roman, il faut savoir un peu comment va débuter le roman, comment on va développer le roman et comment ça va finir. Tu sais. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre à la lettre le plan. Mais si au départ on a le plan, on va pouvoir après ça dévier. Forcément, par exemple, dans un roman initiatique, comme j'aime écrire, ben, très souvent, en plein cœur de l'histoire, il y a des éléments qui arrivent, puis il y a des choses qui nous surprennent même en tant qu'auteur. Et que là, ça dévie et tu as l'impression que l'histoire se déroule devant toi. Tu finis juste par transcrire ce que tu perçois de l'auteur, de l'histoire, c'est-à-dire. Donc, il faut être capable de s'adapter aussi, pas être prisonnier du plan, mais quand même, le plan devient essentiel. Tu sais. Puis, le plan nous permet aussi de laisser vivre les personnages, de laisser vivre l'histoire aussi. Tu sais. Parce qu'on a une direction, mais à travers la direction, ben, les personnages vont prendre de la place, ils vont vivre, ils vont donner leur opinion quelque part. Tu sais. Je dis toujours, les personnages, ils écrivent autant l'histoire que l'auteur l'écrit, tu sais, parce qu'ils vivent, ils sont vivants, si tu les fais vraiment, si tu les rends vivants comme ça. Et ça va donner quelque chose d'incroyable des fois. Tu sais. Comme par exemple, pour la finale de Le chaman d'Ekbalam, j'avais 4 fins possibles. Très logique, les 4 pouvaient très bien finir l'histoire. Tu sais. J'ai choisi la plus improbable, la plus surprenante, si tu veux, mais j'aurais pu la finir autrement. J'avais 4 fins. Je n'avais pas prévu ça au départ. Mais l'histoire s'étant déroulée, ben, j'arrivais à la fin et disais ça et ça, ça serait possible. Et là, j'ai fini par faire juste, j'en ai choisi une, tu sais. Puis je pense que c'était probablement la plus surprenante et la bonne à prendre pour le livre. Mais donc, le plan, oui, mais en même temps, il faut que tu te laisses une certaine marge de manœuvre, il faut que tu sois flexible avec le plan, il ne faut pas que tu sois prisonnier de ton plan, mais je pense qu'il est essentiel parce qu'il te permet d'avoir une structure, à établir une structure. Ça te permet de ne pas avoir le problème de dire j'écris quoi un matin. Ouais. Tu sais où tu es rendu. Surtout si tu écris un livre de non-fiction. Tu sais. Un livre de fiction, ben, ça va, tu peux toujours composer avec des choses, tu as des grandes lignes, mais un livre théorique là, de n'importe quel sujet, ben, il faut que tu saches où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas parler, de quoi tu vas parler. Tu sais. C'est bien beau avoir le sujet global, mais si tu ne sais pas comment tu vas le diviser, comment tu vas le présenter, les différents chapitres, le crescendo, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton livre, finalement, ben, si tu n'as pas ça au départ, Ouais. ça va être confondant plus pour l'auteur, mais aussi pour les lecteurs, parce qu'ils ne comprendront pas où tu vas. Tu ne les as pas captés. Non, puis... Surtout un roman, là, c'était très important. Tu n'as pas grand page pour capter le lecteur. Tu vas peut-être avoir 10-12 pages, peut-être 15, des fois moins, pour capter vraiment le lecteur, pour qu'il soit intrigué. Donc, tu as intérêt non seulement à commencer rapidement, à embarquer rapidement dans l'histoire, mais tu as intérêt à capter ton lecteur pour qu'il continue, qu'il veuille savoir ce qui arrive pour la suite. T'sais. C'est ça. Il faut que tu saches déjà ton intrigue, il faut que tu saches... Ouais. J'ai aimé que tu dises un des personnages est inspiré de George Clooney. Non, c'est pas George Clooney? Voyons. Il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Celui qui jouait... il jouait dans Indiana Jones. Il faisait le père de... Sean Connery. Comment il s'appelle?
Sean Sean Connery. Connery, oui. Ah, OK. Sean Connery, moi, c'est un acteur que j'aime, tu sais. Oui. Mais Sean Connery, comme c'est un acteur que j'aime, ben, quand je regardais un film de Sean Connery, je sais comment il réagit, comment il lève les sourcils des fois, tu sais, le regard qu'il a, tu le vois bouger, tu sais comment il est. Fait que moi, je me suis inspiré de lui pour écrire, par exemple, un des personnages dans La Villa des Miracles, C'est le ça. fameux Kahuna. Je sais pas pourquoi Ben, je c'est pensais à lui que ça. je pensais, tu sais, OK. Sean Connery, quand j'écrivais le personnage, parce que je retrouvais... C'était facile de mettre des mimiques, de savoir comment il allait réagir, le personnage, comment il allait bouger dans l'environnement, parce que j'imaginais l'acteur. C'est un truc que j'aime, tu sais. Imaginez un acteur qui va camper votre rôle d'un personnage dans le livre. Tu sais. Fait que ça, c'est facile de lui donner vie, tu sais, de le faire vivre, parce que vous connaissez comment cet acteur-là réagit, ses mimiques, ses gestes, sa gestuelle, son comportement, même ses dialogues, quelque part, même si c'est pas lui, le personnage qui crée des dialogues dans un film, mais il reste que comment il l'interprète, comment il dit les choses, comment il va faire des pauses, des fois, il va regarder un regard, tu sais. Fait que tout ça, tu peux te servir de ça, effectivement, pour bâtir des personnages. Oui. Écoute, Alain, je veux pas qu'on fasse une entrevue trop longue parce que j'ai l'impression que ça gèle un petit peu au niveau de ma vidéo. Ah oui. Alors, écoute, je vais quand même mentionner aussi qu'il y a le Salon du livre là, qui est en cours en ce moment. Vous avez quelques auteurs qui sont là cette année. Oui, on a 4 auteurs qui sont là. Bon, cette année, Marie-Chantal et moi, on ne sera pas au salon comme tel. Mais bon, peut-être l'année prochaine, sûrement l'année prochaine, mais cette année, c'était pas dans notre horaire qu'on venait pas pour nous. Là. Okay. Mais on a 4 auteurs qui sont là, très intéressants d'ailleurs. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Les gens peuvent voir qui est là-bas et quand sont les séances de signature. Mais bon, c'est toujours un incontournable, hein, la réunion des salons du livre, surtout Montréal et Québec, c'est les gros salons. Alors, Montréal, surtout, c'est super intéressant. Bon, on ne peut pas toujours être là, malheureusement, dans tous les salons. Tu sais, on aimerait bien, mais le temps manque des fois, puis les occupations. Mais je pense que ça peut être une belle façon de faire de la visualisation créatrice, puis s'imaginer en train de signer des livres. Tu t'en vas au salon du livre, puis tu t'imagines à la place de l'auteur. En tout cas, c'est une bonne façon d'aller chercher voir ce que font les différentes maisons d'édition. Parce que là, c'est pour un auteur qui a un manuscrit ou qui pense envoyer un manuscrit, ben, il peut voir ce que des éditeurs font, le genre de production qu'ils ont. Comment ils présentent les livres, si ça les intéresse. Là, c'est intéressant pour l'auteur, ben, il peut sélectionner comme ça 3 ou 4, 5 maisons susceptibles d'être intéressées par son sujet de livre. Et il communique avec ces maisons-là par la suite. Mais au moins, il y a un contact. Peut-être qu'il va voir l'éditeur sur place aussi ou un représentant de la maison. Je ne sais pas, mais il peut au moins avoir un impact, pas un impact, mais un contact visuel avec la production de ce qu'ils font cette maison-là. Donc, ça serait intéressant pour l'auteur. Alors, c'est une grande vitrine, hein? C'est ça, exactement. Oui. Je trouve que ça donne le pouls un petit peu. C'est ça. Puis, mais tu as raison, par rapport à l'édition du développement personnel, j'ai fait un survol du Salon du livre. Je me disais, si j'allais, mais je dis, il n'y a pas beaucoup de maisons sur le développement personnel, spiritualité, j'ai remarqué. Non, il n'y en a pas énormément. Puis, bon, il y a des maisons qui en font, mais c'est comme... C'est un à côté. Comme un à côté, c'est ça. C'est ça, c'est pas... Une maison vraiment dédiée, on n'est pas la seule, il y en a d'autres au Québec. Oui. Mais je pense pour le lecteur ou pour le futur auteur, ce qui est important, c'est le contact qu'il va avoir aussi. Comment il va aimer une maison, comment il va se sentir à l'aise avec une maison. Pourquoi cette maison-là ou cet éditeur-là fait les choses, c'est quoi sa motivation. Et il peut se sentir à l'aise dans une maison plus qu'un autre, hein, ça dépend des gens, mais c'est à lui de voir. Mais effectivement, de rencontrer les gens, de voir les maisons qui ne sont pas si nombreuses que ça, entièrement dédiées au domaine, il n'y en a pas énormément. Au Québec, en tout cas, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Alors, je vous invite à vous procurer ce livre-là parce que moi, j'ai vraiment adoré. Ça reste simple
Ouais, comme enseignement. Puis ça donne des bons trucs. Les raisons pourquoi on est refusé, les contrats d'édition, les endroits où ce que c'est distribué, des conseils généraux que vous écriviez, soit de la non-fiction ou un roman de fiction. Ça m'a donné plein de trucs. J'ai surligné en jaune partout. ah oui. Oui, 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 pour vrai. Donc, bon, fait que je vais souhaiter t'envoyer mon livre bientôt. Non. Aïe, aïe, aïe. C'est du travail, mais C'est du travail. il faut se donner le temps. C'est pour ça que avec un outil comme ça, je me dis, bon, peut-être que moi, je vais avoir besoin de me créer un rituel parce que la vie apprend le dessus sinon. Puis on procrastine parce qu'on a peur Ouais. d'écrire, parce qu'on a peur de pas bien parler notre français, de ne pas s'exprimer assez, de ne pas être intéressant, c'est ça. C'est toutes De ces ne pas être à la questions-là. hauteur, hein. De ne pas être C'est à la ça. hauteur. Marianne Williamson, qui n'est pas pareil avec moi, entre autres, là, Oui, ou peut-être de très loin, peut-être dans un... mais Oui. elle disait dans un de ses livres, ben, on a peur de notre propre grandeur. Non, c'est ça. On n'a pas peur d'échouer, on a peur de notre propre grandeur. Tu sais. Et ça, ça m'a resté, ça m'a beaucoup interpellé, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis quelque part, je pense que oui, on a peur de ce qu'on pourrait être. On a peur de ce qui nous habite, qu'on pourrait donner au monde. Tu sais. Mm. On a peur de s'afficher dans ça aussi. Tu sais. Mais je C'est pense qu'il faut fou. dépasser tout ça, puis Oui. se faire confiance, puis surtout rester. Tu sais, j'ai toujours aux gens écrire un peu la même chose pour les gens qui chantent. Tu sais. Il y a des gens qui vont chanter très, très juste, une technique parfaite, mais il n'y a pas d'âme. Tu sais, il y a pas de... Alors que Mm. d'autres vont peut-être être moins forts techniquement. Ça se Mm. peut qu'il y ait même des fausses notes à quelque part, à peine perceptibles, mais ils sont là pour une oreille avertie. Mais ils vont avoir tellement de cœur dans ce qu'ils vont faire, tellement de passion dans ce qu'ils vont chanter. Mais écrire, c'est la même chose. Je prends c'est un des beaux compliments que je fais à mes chanteurs. Je pense je dis toujours, t'écris vraiment avec ton cœur. C'est vraiment par le Ah cœur que ça oui. passe. Puis Ouais, j'ai lu ça, plusieurs de ses livres, c'est vrai. c'est ça. C'est pas la meilleure technique, si on veut, la meilleure façon d'exprimer les choses, mais c'est Mais on vraiment sent avec cœur, Marie-Chantal. authentique, tu sais. On la C'est ça. sent. On sent L'authenticité passe oui, à travers ses mots, c'est puis ça. ouais. Oui. Et donc, une Mm, qualité pour mm, les gens, c'est mm, d'écrire avec son cœur, de rester proche de son cœur. mm. Et bon, et puis, tu sais, une fois que qu'on a livré ça à un éditeur, ben, l'éditeur pourra demander de travailler un peu certains points, à gauche, à droite, améliorer le texte un peu. Mais au moins, la base, si c'est d'écrire avec le cœur, Mm. tu vas interpeller quelqu'un. Tu vas intéresser quelqu'un, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Alain. Merci pour Ben, cet merci à toi. outil-là. Et Merci à puis, toi. je vais vous inviter à partager la vidéo, à vous procurer le livre et puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci, Alain. OK. Bye Au bye. revoir. Merci.